Il n'y a aucun pays parfait en fait. Il n'y a pas de pays qui va remplir 100% de tous tes critères. C'est impossible, ça n'existe pas. Toute votre vie en France, vous avez mangé dans un restaurant où sur le menu, il y a juste des coquillettes au beurre. Il y a en fait toute la carte du restaurant. C'est quand même un peu con de se priver de cette carte et de rester focus sur ces coquillettes au beurre parce qu'il y a quand même d'autres plats sympas. Là pour le coup, c'est une de mes grosses claques que j'ai pris en Turquie, c'est waouh, les gens peuvent être si gentils. Hello guys, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui a drivé toute mon année 2024. L'expatriation. Cette année, j'ai voyagé dans 5 pays. Et quand je dis voyager, c'est pas juste passer une semaine au Club Med, c'est vraiment, je me suis installé physiquement sur une durée long terme dans 5 pays. Je vais vous présenter 3 points, comment je me suis expatrié, qu'est-ce qui m'a fait passer à l'action, et bien sûr les erreurs que j'ai faites et les prises de conscience que j'ai eues à travers ces différents pays, et comment est-ce que je peux essayer de vous donner un vrai feedback pour que vous puissiez gagner du temps et de l'argent, basiquement. Je vous le dis direct dans la vidéo, il y aura peut-être pas trop de cuts, de montage, de machin, j'en ai vraiment rien à foutre. C'est si je bégaye, si voilà, tant pis, c'est comme ça. Si je fais des anglicismes ou quoi, c'est pareil, désolé. Si je regarde mon PC qui est là ou la fenêtre parce que je sais pas, ça me distrait, ce sera comme ça et voilà, vous êtes prévenus. Donc pourquoi je me suis expatrié, je pense que j'avais déjà dans ma vie, j'ai toujours aimé voyager et même en France, je crois que je suis jamais resté 2 ans ou 3 ans maximum dans la même ville. Je viens d'un tout petit village à côté de Manicourt en pleine Bourgogne, s'il y en a qui connaissent. J'ai habité à Tours, j'ai habité à Nice, à Paris, j'ai habité à Lille, j'ai habité à Perpignan. C'est pas mal. Là j'ai 27 ans actuellement, donc sur les 8 années d'adulte que j'ai eues, ça fait une moyenne de 2 années par ville, donc le compte est bon. Et j'ai toujours aimé voyager. C'est pas une question que je me lasse, c'est une question que j'ai plus envie de découvrir d'autres choses. Et ben, au final, quand tu as fait un peu le tour de la France, le next step, c'est d'aller dans un pays étranger. Donc le choix est venu un petit peu à moi naturellement, je pense. Et après, j'ai eu aussi une envie de rechercher un climat meilleur. Moi, j'aime le chaud, même si là actuellement j'ai coupé la clim pour le bruit et je commence déjà à transpirer parce qu'il fait 32 degrés là où je suis. Je vous dirai, vous verrez à la fin de la vidéo où est-ce que je suis. Donc voilà, recherche d'un meilleur climat, recherche d'une meilleure atmosphère. Je trouve qu'en France, je pense que quand on est en France, on s'en rend pas vraiment compte parce qu'on n'a pas d'éléments de comparaison, mais je trouve qu'en France, l'atmosphère qui règne est vraiment... Palpablement, tu sens que les gens sont pas souriants, les gens sont pas avenants, les gens sont stressés, les gens sont belliqueux. Tu te sens pas super bien en fait, finalement en France. Et tu sens que tu ne te sens pas bien en France, mais tu sais pas comment tu pourrais te sentir mieux parce que d'un autre côté, tu n'as jamais expérimenté quelque chose de différent. Et je pense que c'est aussi une des raisons qui m'a poussé à partir, c'est que je voulais vraiment voir est-ce qu'il y a quelque chose de mieux, tu vois? Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de différent? Et à travers, quand même, je suis pas parti comme ça sans me renseigner, j'ai quand même regardé pas mal de vidéos, j'ai eu des proches qui sont déjà partis à l'étranger, donc tu te fais une petite map mentale de qu'est-ce que ça pourrait être la vie à l'étranger. Et voilà, au fur et à mesure, l'idée grandit dans ta tête et jusqu'à ce que tu passes à l'action. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir juste après, qu'est-ce qui m'a fait passer à l'action. Et je pense qu'une des dernières choses aussi qui m'a encouragé à partir, c'est tout simplement le fait que la vie peut être beaucoup moins chère à l'étranger. Et si tu pars avec soit des économies ou soit avec quelque chose qui tourne correctement en ligne ou en fait que tu n'as tout simplement... En fait, il ne faut pas partir à l'étranger en se disant, par exemple, tu pars en Thaïlande et tu te dis je vais faire barman en Thaïlande. Ça marche pas comme ça parce qu'au final, la parité de pouvoir d'achat est très différente et le salaire en Thaïlande, c'est genre 600 euros. Donc 600 euros, tu vis pas ouf en Thaïlande et c'est comme si tu étais à 2000 euros en France et que tu vivais normalement, voire même mieux qu'en Thaïlande pour 2000 euros. Par contre, si tu pars avec 2000 euros en Thaïlande, là tu vis très très bien. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai envie d'expérimenter aussi, de voir comment tu peux te sentir, pas physiquement avec plus d'argent, mais avec physiquement plus de capacité à dépenser et à te faire plaisir. C'est quelque chose qui drive ma vie au quotidien, de juste... pas juste flamber, tu vois, mais vraiment se payer des moments de plaisir, en fait, tout simplement. C'est quelque chose qui me fait vibrer. Donc voilà, c'est 3-4 gros points qui m'ont poussé à partir. Alors la première chose qui m'a fait vraiment passer à l'action, ou du moins réaliser que c'est possible de partir à l'étranger et de s'expatrier, c'est d'avoir des contacts plus ou moins proches qui sont déjà partis à l'étranger, donc soit qui sont partis quelques années et qui sont revenus en France et qui te donnent leur feedback, ou alors même des proches à toi qui partent à l'étranger et qui te racontent leur feedback depuis l'étranger. Je pense à 2 personnes, c'est pas non plus 500 personnes, hein, c'est juste 2 amis
de près ou de loin. Il y en a un qui, tous les ans, pendant 3 ans, a fait des road trips en Asie ou au Mexique. Et c'est un gars que j'ai rencontré comme ça sur un festival, je crois. Et juste de rencontrer ce mec-là et d'échanger avec lui sur quelques jours, ça t'ouvre des portes en fait mentalement. Tu vois, tu te dis, ok, c'est possible, on peut faire ça. Et, je sais pas, je pense qu'on se met plein de barrières en mode c'est dangereux, en mode j'ai pas assez d'argent, qu'est-ce qui peut se passer, est-ce que. Je sais pas, on a peur de plein de choses. Moi j'avais pas tant peur que ça donc c'est dur à dire, mais je suis sûr que vous avez une liste de peurs. Et d'ailleurs, je vous encourage, si vous avez des peurs là-dessus, à faire juste une liste de vos peurs et prendre les problèmes un par un et voir si est-ce que c'est réel ou pas, est-ce qu'il y a vraiment raison de s'en faire et quel est le pire scénario quoi. Pour moi, de toute façon, si vous avez juste, vous gardez un petit parachute qui est juste le billet de retour en France, plus si vous avez de la famille ou un ami qui peut vous héberger pendant 1 mois, 2 mois, le temps que vous trouvez un job ou un truc comme ça, franchement, il va rien se passer de pire quoi. Si vous rentrez en France dans votre pays natal et que vous avez quelqu'un pour vous héberger, c'est safe, vous pouvez faire plus ou moins all-in quoi. Après, si vous avez plusieurs dizaines de milliers d'euros, là il y a un risque de les perdre, mais si vous partez de zéro ou quelques milliers d'euros comme moi, franchement, il n'y a rien à perdre, les gars. Il n'y a vraiment rien à perdre. Donc voilà, rencontrer quelqu'un qui a déjà fait ce parcours, ça t'ouvre des portes. Et j'avais rencontré une autre personne que je connaissais à Lille et qui s'est expatriée à Malte et qui ensuite a bougé dans d'autres pays. Et moi, Malte, c'est le premier endroit où je me suis expatrié. J'y ai passé 6 mois, donc les 6 premiers mois de l'année. Et même si, quand je suis arrivé à Malte, cette personne n'était pas là, j'avais déjà un feedback sur Malte, j'avais déjà entendu un petit peu ce que c'était. Et quelque part, je pense qu'on a aussi un peu tous besoin de se rassurer sur comment est la vie là-bas. Je sais pas, encore une fois, on a des peurs, on a des blocages, on a besoin de se rassurer et de s'autoriser, je pense. En tout cas, moi, j'ai besoin de m'autoriser à partir. Et le fait de rencontrer c'est pas des mentors, mais c'est des gens qui vont. Tu vois, il y a une porte, elle est fermée, ils vont l'ouvrir un petit peu, l'ouvrir un peu plus. Et après, une fois qu'elle est ouverte, bon, bah toi, t'as envie d'ouvrir complètement et voir ce qu'il y a derrière, tu vois. Je vois le truc un petit peu comme ça. Et voilà, pour moi, les rencontres, c'est vraiment ce qui va te faire le plus passer à l'action et ce qui va te mettre vraiment des grosses claques. Parce que quand tu rencontres les personnes et qu'elles te donnent un feedback comme ça transpire l'émotion, tu vois, tu te rends compte de ce qu'elles ont vécu. Alors qu'en vidéo, même si je te parle là en vidéo, je sais que ça n'a pas la même intensité que si je te croise dans la rue et on en parle pendant 20 minutes et tu rentres chez toi et tu y penses pendant 3 jours, tu vois. C'est pas la même intensité. Mais, deuxième point, c'est quand même vachement important de se renseigner, regarder des vidéos sur YouTube, intégrer des groupes Facebook. Pourquoi pas contacter des personnes sur des groupes Facebook d'expatriés. Moi, c'est des choses qui m'ont aidé à me projeter et à me créer un peu une image mentale de quelle peut être ma vie à l'étranger. Se renseigner, en fait, il faut vraiment se renseigner et se renseigner sur la monnaie locale, la langue, quels sont les meilleurs quartiers, les meilleures villes, combien coûte la vie sur place, quel est le climat, je sais pas, qu'est-ce que j'ai noté d'autre. Au final, je pense que c'est un peu un long chemin quand même, qui part d'une idée, ou même pas de votre idée de s'expatrier, mais juste vous rencontrez quelqu'un qui l'a fait, ou alors vous pouvez le sentir. Moi, je sais que je pense que j'ai toujours un petit peu senti au fond de moi que j'avais envie de bouger hors de France. Et, mais après, ça peut être vraiment quelqu'un juste qui vous ouvre la porte d'un coup et vous vous dites ah waouh, je peux faire ça, c'est possible. Donc ça peut marcher comme ça aussi. Et que ce soit de rencontrer un ami ou de regarder des vidéos sur YouTube ou de parler à des groupes Facebook, tout ça, surtout Facebook et YouTube, ça va vous allez voir des images en fait de ce pays et ça va transformer un petit peu vos croyances, les pensées que vous avez autour de ce pays en images concrètes et vous allez pouvoir beaucoup plus facilement vous projeter. Et je pense que ça donne vraiment envie en fait quand tu vas commencer à regarder 10, 15, 20 vidéos en anglais et en français. Je vous recommande l'anglais, on en verra plus tard. À force, vous avez juste envie d'y aller en fait. C'est trop, tu vois, c'est trop d'infos. Tu es en mode non, mais c'est bon, j'y vais en fait. J'ai compris, c'est incroyable. Ah, par contre, il y a un peu trop de lumière, je crois. Je vais juste voir si. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un peu trop de lumière. Désolé, mais le soleil s'est levé. Et voilà. Et voilà, je crois que c'est mieux comme ça. En fait, si l'idée de l'expatriation, c'est quelque chose que vous avez en tête depuis des mois ou des années, au bout d'un moment, il faut passer à l'action. Et je pense que juste prendre un billet d'avion et vous prenez juste une location sur Airbnb ou Agoda pour 2 ou 3 semaines, ça va déjà vous faire vous rendre compte est-ce que le pays est bien pour vous ou pas. En fait, il faut juste passer à l'action. Il faut se bouger au bout d'un moment. Parce qu'en fait, je vous conseille de regarder des vidéos et tout, mais ça se trouve, c'est un piège parce qu'après, vous allez juste passer votre temps sur YouTube et vous n'allez jamais concrétiser. Donc, il faut un temps pour se projeter, se renseigner,
rêver un petit peu sa vie d'expatrié. Et il faut un temps pour concrétiser. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est un long chemin. Si je veux vous raconter mon parcours, hein, je suis passé dans 5 pays différents en un an. Vous imaginez bien que si j'ai fait 5 pays, c'est parce que le premier ne me plaisait pas. Ça me fait une belle transition pour vous parler un petit peu de mon parcours d'expatrié. Et notamment, je vais revenir sur les erreurs que j'ai faites au travers de ce parcours ou les prises de conscience qui m'ont aidé à avancer. Et en fait, on va voir que chaque prise de conscience est un petit peu liée à une aventure ou à un pays. Et c'est justement le fait de piocher dans ces différents endroits et de les comparer entre eux qui fait qu'on va vraiment apprendre à se connaître. Donc le premier pays où je suis parti, moi, c'est Malte. J'ai passé 6 mois là-bas. Que dire sur Malte? C'est bien. Non, en vrai, je veux pas cracher dessus parce que c'est quand même un endroit sympa, mais juste c'est pas pour moi et jamais je retournerai. Mais le fait est que c'est relativement proche de la France. Les gens parlent anglais. C'est pas très très cher. C'est pas non plus super cheap, mais c'est pas très très cher. La monnaie c'est l'euro, donc vous n'allez pas vous faire chier là-dessus. Les cartes bancaires passent à Malte, il n'y a pas de problème. Vous avez du cash, vous pouvez retirer. Il y a quand même des bus, il y a des taxis. On trouve de la bouffe assez facilement. C'est un pays facile. C'est un pays facile en fait pour commencer. Moi, mon retour d'expérience, c'est que c'est beaucoup trop petit en fait. Vraiment, l'île, elle fait 10 km quoi. Donc, tu regardes sur Google Maps, tu zoomes un peu, l'aéroport, il fait un tiers de l'île. Donc, c'est trop petit en fait. C'est trop petit pour moi. Même si c'est. Le climat est sympa. Le climat est sympa parce qu'on a quand même des saisons, mais il fait quand même assez bon l'hiver. On est dans les 18 degrés l'hiver, donc c'est quand même cool. Mais il n'y a pas beaucoup de plages en fait. C'est quand même vachement des cailloux en fait quoi le truc, c'est plus ou moins un rocher dans l'eau tu vois, donc il n'y a pas beaucoup de plages de sable stylées, c'est voilà. Donc niveau plage c'est pas super, à part quelques spots connus, mais bon il y en a 3, c'est toujours blindé et au bout de 6 mois t'as fait le tour tu vois. Et quand t'es dans la ville, Slima c'est bien mais c'est pas non plus une ville moderne en fait, c'est pas Bangkok ou un truc comme ça tu vois, c'est pas Tokyo, c'est Slima, c'est vraiment c'est petit en fait quoi. Je crois qu'à Malte en tout il y a 200 000 habitants. Donc, tu vois, moi, quand j'étais je crois, à Perpignan, il doit y avoir 150 000 habitants. Donc, ouais, c'est pas ouf, quoi. Donc, bon, pardon. Donc, bon, tout ça pour dire que Malte, c'était sympa pour faire une première expérience, mais au final, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Et ça en vient à ma première erreur qui fait qu'en fait, je suis arrivé direct à Malte. J'ai rendu mon appartement en France. J'ai fait ma valise, je suis parti, quoi, en gros. J'ai juste pris un avion, one way, et terminé. Et je suis arrivé là-bas avec un Airbnb sur 10 jours. Et je me suis dit, vas-y, en 10 jours, je trouve un appart. Et je me suis dit, en 10 jours, je saurai si jamais ça me plaît ou pas, tu vois. Donc j'ai pris plus ou moins 5 jours de vacances pour me balader un peu dans la ville. Mais en fait, 5 jours, c'est pas du tout assez pour savoir si un pays te plaît. Et au final, au bout de ces 5 jours, je me suis dit, oui, bon, c'est bien, en vrai. Puis t'es dans l'euphorie du moment, tu vois, t'arrives, je suis parti en hiver, il faisait chaud, c'était sympa, je voyais les quelques plages, tu vois le centre-ville, c'est sympa. Tu dis, vas-y, c'est bon, ça part, je vais être bien ici. Donc j'ai direct cherché un appartement, et j'ai pris un appartement sur 6 mois. Et donc c'est ça l'erreur, en fait, je pense, c'est d'avoir fait 5 jours, de s'être dit, allez, ça passe, et d'avoir booké sur 6 mois, en fait. C'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. Il faut au moins, je pense maintenant avec le recul, 3 semaines, un mois pour valider un pays et se dire ok je vais rester 6 mois dans ce pays. Et en fait ça vient aussi avec une erreur du fait que c'est ta première expatriation donc tu sais pas vraiment ce que tu recherches en fait. Les seules expériences que tu as sont en France et là tu vois un truc qui est avec le recul un peu différent mais pas tant. Mais quand tu vas là-bas ça te paraît quand même vachement différent et juste ça a rempli quelques points de mes critères en mode le climat et en mode c'est pas trop cher et en même temps c'est quelque chose qui te rassure parce que ça fait pas peur en fait, c'est très très proche de la France, tu sais que si c'est la merde tu prends un avion ça coûte 200 balles et tu reviens à Paris et après tu rentres chez tes parents et voilà t'es plus ou moins safe tu vois, c'est pas comme si t'allais en Australie où le billet d'avion il coûte 1600 et c'est compliqué tu vois, donc je pense que ça m'a un peu rassuré aussi, d'où le fait que c'est un bon endroit pour s'expatrier pour commencer mais ça reste quand même selon moi une erreur qui aurait pu être un peu mieux gérée. D'ailleurs, je suis même pas resté sur les 6 mois, je suis parti au bout de 4 mois et demi et j'ai laissé mon appart parce que franchement, j'en avais trop marre. En vrai, j'en avais trop marre, je me faisais trop chier. C'était bien pour se concentrer parce qu'il n'y a pas beaucoup de distractions. En plus, j'étais pas dans la main ville donc j'étais à Belzebuja pour ceux qui veulent chercher. Je pense pas que vous connaissiez parce que c'est un peu perdu. Anyway, c'était bien pour se focus. Mais
sans plus. On se fait un peu chier quand même. Et la bouffe est pas terrible. La deuxième erreur qui m'est aussi apparue quand j'étais à Malte, c'est en fait le fait de ne pas avoir appris l'anglais plus tôt. Quand je suis arrivé à Malte, je parlais zéro anglais. Je pouvais me présenter un petit peu, tu vois, mais c'était vraiment déplorable. Et alors, Malte est un pays anglophone, donc ils parlent anglais. Et même en dehors de Malte, dans beaucoup de pays, bah là, tous les pays d'Asie en fait, que ce soit pour trouver un appartement, faire des papiers, tout ça, la plupart des choses sont en anglais. Si vous allez plutôt en Amérique latine, ça va plutôt parler espagnol du coup. Mais je pense que quand même dans 80% des pays, 70%, l'administratif va être en anglais. Et le fait de ne pas parler anglais, c'est un énorme frein en fait, parce que vous pouvez pas vous faire comprendre en fait. Donc moi, ça m'a beaucoup aidé parce que j'étais pas si nul que ça, mais c'était pas ouf. Et moi, ça m'a beaucoup aidé en fait de me mettre un peu dans la merde dans un pays où ils parlent anglais et où moi je parlais pas anglais. Et ça te pousse à pratiquer et à apprendre l'anglais. Et franchement, par contre, en 4 5 6 mois, tu développes vraiment un vrai niveau. Là, moi, ça fait un an du coup que j'ai commencé à parler anglais. C'était il y a quasiment un an que j'étais à Malte. Et en vrai, la différence, elle est énorme. Faudrait que je vous fasse une vidéo là-dessus en vrai, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que c'est super important en fait. Et c'est un tel plaisir de pouvoir communiquer avec des locaux ou avec des gens. Enfin, tout devient super facile en fait, tu vois. C'est pas facile. Enfin, c'est pas. Ah, j'ai commencé à avoir des mots en anglais dans ma tête, ça va me saouler. Donc vraiment l'anglais pour moi c'est un point hyper important et bah, je dis l'anglais mais ça peut être l'espagnol ou le portugais si vous allez au Brésil ou dans un autre pays, mais au moins soit espagnol ou soit anglais c'est vraiment important. Faut pas non plus être bilingue en vrai, mais juste au moins se faire comprendre et pouvoir arriver dans une banque et ouvrir un compte bancaire sans trop bégayer non plus et sans avoir à utiliser le Google Traducteur à chaque phrase quoi. Même en vrai j'en vois des gens à force de bouger, j'en vois des gens, surtout les Français on est pas très bon en anglais et je vois des Français, ils arrivent et ils sont obligés d'utiliser le traducteur, mais toutes les 5 minutes. C'est pas une vie en vrai, c'est pas convenient, tu vois, c'est pas pratique, c'est chiant en fait. Donc je vous recommande vraiment d'apprendre l'anglais. Alors, prochaine destination, ça a été la Turquie. Pourquoi je suis parti à la Turquie? Parce que je voulais vraiment changer d'atmosphère, chercher encore une fois un billet d'avion pas trop cher, quelque chose de pas très loin de la France non plus. La Turquie est à 4 heures de la France, l'avion est vraiment pas cher, ça doit être 150-200 euros. La parité de pouvoir d'achat est incroyable. Parité de pouvoir d'achat, c'est au Purchasing Power Parity in English, c'est 100 euros en France, ça t'achète combien de bouffe en France et combien de bouffe en Turquie et combien de bouffe à Malte par exemple. Donc la bouffe est très chère en France. Je dis la bouffe, mais c'est tout, hein, les moyens de transport, tout ça. C'est le pouvoir d'achat. Donc en Turquie, la monnaie, c'est pour un Turkish lira, c'est 65 euros en France. Et sachant que un repas en Turquie, ça coûte 1,50 €, 2 euros quoi. Alors qu'un repas à Malte, ça coûte plutôt 5-6 euros, et un repas en France, ça coûte plutôt 10-12 euros, tu vois. C'est cette échelle-là. Je parle pas fast-food, pas resto, un entre-deux, tu vois. Donc j'avais vraiment envie d'aller dans un pays où la parité de pouvoir d'achat est vraiment insane. Et je voulais aussi aller un peu plus profond dans la brutalité de choc culturel, on va dire. Vraiment, bah, la Turquie, c'est un pays qui est pas très connu, mais bah, déjà il parle le turc, donc on va en venir. Mais t'arrives là-bas, déjà ça te fait quelque chose, tu vois. Tu sens que t'es pas à la maison comme à Malte. Toute la culture est différente, tout est très différent. Les gens sont hyper accueillants. Alors, les Maltais sont assez accueillants, ça dépend, c'est normal on va dire. Les Français sont pas du tout accueillants, hein. Quand on voyage on s'en rend compte, c'est quand on vient chez soi on s'en rend compte. Les Turcs sont très accueillants. Franchement, il y a des Turcs, tu les croises dans la rue, vu que tu es un étranger, ils vont vouloir te parler un petit peu, d'où l'intérêt de parler anglais. Et ils vont t'inviter chez toi à manger, ils vont vouloir te présenter à leur famille, ils vont vouloir faire des photos avec toi. Si tu as quoi que ce soit dans la rue, tu as un problème, tu demandes à n'importe quel Turc qui va venir t'aider. Il va prendre 5-10 minutes s'il faut pour t'aider, tu vois. Si ton application et tu veux acheter une carte de métro pour prendre le métro, si ça marche pas, il va aller avec toi, il va te prendre par la main, il va aller avec toi à l'accueil, expliquer à la dame pourquoi ça marche pas. S'il faut, il va te donner 20 liras pour t'aider à faire quelque chose. Enfin, c'est des choses qu'on voit pas en France, tu vois. Une telle gentillesse et ils sont welcoming, ils sont accueillants et c'est trop bien. Franchement, là pour le coup, c'est une de mes grosses claques que j'ai pris en Turquie, c'est waouh, les gens peuvent être si gentils. Comment c'est possible quoi? C'est vrai, c'est fou, c'est fou. Je suis resté 2 mois en Turquie. J'ai fait Istanbul, Izmir et Antalya, donc un petit peu 3 villes
éparpillés dans le pays. Le pays est très très grand. Et qu'est-ce que j'ai appris en Turquie? C'est très simple. Alors j'ai appris déjà que être avec un peuple bienveillant et souriant et accueillant, c'est quelque chose qui te donne de l'énergie au quotidien. Et au quotidien, tu te sens bien en fait, tu te sens super bien au quotidien. Donc ça, c'était un premier point qui m'a vraiment plu. Et j'ai aussi appris que, certes, parler anglais, c'est bien et c'est important, mais c'est surtout important aussi d'aller dans un pays où les gens parlent anglais, parce que les Turcs parlent très très peu anglais. La jeune génération parle un petit peu anglais quand même, tu peux arriver à communiquer, mais il suffit que tu ailles dans des endroits un petit peu moins touristiques et les gens sont totalement perdus avec l'anglais, mais ils ne parlent pas un seul mot d'anglais. Pardon, même pour demander une boisson, un drink, ils vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre le drink. T'es obligé de faire des gestes comme ça. J'ai soif, tu vois. Tu te sens un peu comme un vieux singe, quoi. C'est pas super. Cette sensation n'est pas agréable. Et je pense que c'est ce qui m'a fait partir, en fait. Je suis resté 2 mois là-bas, mais je me suis dit, non, mais c'est sympa. On se sent bien ici. La parité pouvoir d'achat est incroyable. Tu peux faire des activités. Tu peux faire du kart pour 5 euros. Tu peux voyager en ferry, faire des tours de bateau pour 10 balles. La bouffe est vraiment pas chère. Tu peux vraiment te faire plaisir. On mange super bien en Turquie. Qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que ça me manque. Faudra que j'y retourne un de ces quatre quand même, parce que c'est quand même vraiment sympa. Mais le fait est que de ne pas pouvoir communiquer avec les gens, c'est un énorme frein. Et là, pour le coup, en Turquie, si tu veux vraiment t'installer à horizon 2 ans, 3 ans, 5 ans, faut que tu commences à parler turc en fait. T'es chez Dilim là-bas, c'est chiant, tu vois, c'est une langue dure à apprendre et je sais pas, j'ai pas envie de passer des dizaines d'heures à apprendre le turc en fait. Parce que c'est un. Non, voilà, c'est juste non. Donc, pour moi, la Turquie, c'était vraiment une très bonne option, mais s'il parlait turc. S'il parlait anglais, pardon. Et vu qu'il parle pas anglais, c'est next. Une autre chose incroyable en Turquie, c'est à quel point ce pays est dans un chaos, mais intense. C'est incroyable. C'est le bordel partout en fait. C'est le bordel partout. Je vais vous donner un exemple. Ça m'est arrivé une fois de prendre un taxi. Et donc on fait 15 minutes de taxi. Et déjà, il faut savoir que les Turcs fument beaucoup. Donc le mec en 15 minutes de taxi, il va fumer 4 clopes. Quand t'es pas fumeur comme moi, c'est un peu chiant. Un autre point aussi en Turquie, c'est vrai que j'avais oublié avec le recul, mais tout le monde fume, ça sent la clope partout, c'est un enfer. Bref, mon taxi m'emmène environ là où je veux aller. Et il loupe la sortie en fait pour rentrer dans la ville où je voulais aller. C'est une espèce d'autoroute où tu vois la 120, tu vois. Donc il loupe la sortie comme ça, et il voit son GPS qui lui dit 15 minutes pour refaire le tour, tu vois. Et je le vois, il s'arrête comme ça sur l'autoroute. Il regarde derrière lui, il voit qu'il n'y a personne, il commence à taper sa meilleure marche arrière, mais genre on est sur une route à 120, à triple. Je sais plus comment on dit, à 3 voies. Et le mec il fait sa marche arrière, mais genre sur 2 km, tu vois. Des fois il y a des voitures qui arrivent, il recule comme ça, il se range un peu, les voitures passent, et hop, il repart comme ça. Non mais. À quel moment tu vois ça en France, tu vois Mais c'est normal chez eux, genre il n'y a pas de souci, tu vois. Bref, tout ça pour dire que ce pays respire la liberté. Il y a tellement peu de règles, peu de jugements. Je parlais de l'atmosphère en France au début qui m'a poussé à partir, et ben la Turquie c'est l'opposé en fait. C'est vraiment une atmosphère de bienveillance et de sentiment de liberté que si tu fais pas vraiment trop de la merde en mode se battre ou en mode tuer des gens, ce qui est quand même assez vénère en termes de crime, il va rien t'arriver en fait. Vraiment, tu peux te permettre beaucoup de choses. C'est normal, personne va te juger ou quoi. T'es libre en fait. Et franchement, ça c'est un sentiment qui est puissant et qui a aussi que j'ai intégré très très haut dans mes échelles de valeur de qu'est-ce qui est important dans un pays ou pas pour moi. Et donc après ça, je suis retourné en France tout simplement parce que je voulais me prendre une petite pause. En fait, ça faisait un petit moment que j'étais parti. Il commençait à être l'été en France, je me suis dit vas-y je vais passer 1 ou 2 mois en France, ça va être tranquille. Et dans ces 2 mois, l'objectif était vraiment de taffer un petit peu pour me refaire un peu de sous déjà. Et aussi trouver le vrai pays, parce que là je commençais à avoir quand même un bon état des lieux de qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je voulais pas, qu'est-ce qui était possible. À travers ces 3 pays, la France, Malte et la Turquie, ça ouvre quand même vachement le champ des possibles. Et je me suis vraiment mis dans une nouvelle recherche, dans une nouvelle phase de recherche de où est-ce que je vais aller, dans quel pays je vais aller, où est-ce que je me pose. D'ailleurs, je pense que c'est bien de vous parler un petit peu de ce petit retour en France parce que ça vous montre que. Alors, ça peut être perçu comme un échec. Moi, je le vois pas comme un échec parce que. Un échec, c'est si tu fais quelque chose et que tu n'as aucune leçon derrière et ça t'apporte rien, tu vois. Là, ça m'a apporté quand même une énorme connaissance sur moi, sur ce que je veux dans la vie,
en termes de pays, en termes de relations, de bonheur, d'expérience, de tout ça. Et ça m'a aussi appris à analyser un pays rapidement. Le fait d'être comme ça immergé dans des endroits vraiment inconnus, t'apprends très vite à jauger ce qui se passe. Et en fait, ça m'a permis de pouvoir analyser beaucoup plus profondément des pays tout en restant chez moi et sans avoir besoin de bouger à l'étranger. Donc, ça économise quand même pas mal d'argent au final. Et ces 2 mois en France ont été vraiment une recherche de où est-ce que je voulais aller. Au final, il y a eu 2 choix qui se sont présentés à moi. Le premier choix était l'Amérique latine, avec pas mal de villes, Argentine, Uruguay, Paraguay, Panama, Venezuela, ce genre d'endroits. Même pourquoi pas un petit tour aux US. Quelques villes au Mexique aussi qui m'ont fait un peu de l'œil. Franchement, je pense que si j'étais allé en Amérique latine, parce que je suis actuellement pas en Amérique latine, je pense que si j'étais allé en Amérique latine, je serais allé en Argentine ou peut-être au Paraguay. Mais l'Argentine est quand même un très bon spot, je pense. Et sinon, bah, du coup, l'autre choix, c'était le choix où je suis actuellement, c'était l'Asie du Sud-Est. Donc pas mal d'endroits aussi. Il y a eu le Vietnam, l'Indonésie, Malaisie, Bangkok, enfin Thaïlande et les Philippines qui sont entrés dans mon équation. Je pense que c'est tout. Il y avait Hong Kong et Singapour, mais le budget est vraiment beaucoup trop élevé pour moi. Peut-être que j'y habiterai dans le futur, on verra, qui sait. Mais en tout cas, le fait est que j'ai pu analyser vraiment ce que je voulais. Et ce qui est sorti du chapeau, c'était les Philippines. Les Philippines qui, au final, ont vraiment répondu à tous mes critères. Oui et non. Attendez. Parce que un autre point aussi qui est vraiment important, c'est que au final, tu te rends compte en analysant tous ces pays et en les confrontant avec tes critères, il n'y a aucun pays parfait en fait. Il n'y a pas de pays qui va remplir 100% de tous tes critères. C'est impossible, ça n'existe pas. Il y a des pays qui vont être un peu moyens partout, un petit 50-60% sur tous tes critères. Il y a des pays qui vont remplir certains de tes critères à 100% et d'autres critères à 10%. Et pour moi, au final, tu as 2 possibilités de compromis à faire. Le premier compromis, c'est que tu te dis, je prends une ville moyenne dans un pays moyen qui remplit environ tous mes critères, tous les 50-60%. Et on voit comment ça se passe. La deuxième possibilité, et c'est celle que j'ai choisie, c'est de trouver un endroit où il est facile d'accéder à plusieurs pays qui vont remplir certains 100% de différents critères. Je m'explique. J'ai été 2 mois à Bangkok. Bangkok c'est fou. Bangkok c'est le feu, c'est animal. Il y a une énergie folle en fait dans Bangkok. Faut vraiment y aller pour comprendre. Mais c'est quelque chose de très très puissant. Mais d'un autre côté, le bruit, la pollution, la fatigue au quotidien, le trafic sur la route, le fait que tu ne peux pas te reposer, le fait que tu as toujours des tentations d'aller dehors et du coup pour travailler c'est nul. Mais d'un autre côté, la bouffe est incroyable, les gens sont super accueillants, on s'amuse bien. Le networking est fou, il y a beaucoup d'expatriés, beaucoup de gens chauds qui font du business, donc c'est facile de rencontrer des expatriés. Parce que c'est un autre point, plus tu pars loin de la France, plus ça va être compliqué de trouver des Français ou même des expatriés européens ou anglais. Donc le networking est vraiment cool à Bangkok. Mais voilà, pour moi, c'est pas pour moi, tu vois. Je peux pas vivre là-bas, c'est beaucoup trop épuisant, c'est beaucoup trop gros, c'est too much. J'ai encore dû changer la batterie. J'ai oublié de charger mes batteries, donc je les ai toutes mises à charger, elles étaient toutes chargées à 30%, et voilà, du coup, nique sa mère. Tout ça pour dire que Bangkok remplit quelques critères, je dirais un tiers de mes critères à 100%. Mais c'est pas bien pour moi pour vivre. Je peux pas vivre là-bas, c'est trop fatigant, c'est trop épuisant et je peux pas me focus sur mon travail, c'est too much. Mais je pense que sur une échelle de 1 an, pour moi c'est sympa de passer 6 semaines, 2 mois, 3 mois maximum en cumulé à Bangkok. Donc j'ai voulu chercher quelque chose assez proche de Bangkok où je puisse. En fait, je savais que Bangkok allait être dans mon équation finale de pays. Donc j'ai cherché un endroit un peu plus cool que Bangkok, mais assez facile pour voyager quand même depuis Bangkok. Et aussi Bangkok peut être un peu cher, même si c'est pas cher par rapport à la France, mais c'est par exemple plus cher que la Turquie. La Turquie est venue dans ma tête en vrai quand même, entre Bangkok et Turquie ça se fait facilement, mais l'anglais n'était pas là, donc c'était non. Et au final, il y a les Philippines qui m'ont vachement chauffé, parce que ils parlent anglais déjà, donc c'est cool. Ils ont un visa hyper friendly, tu peux rester ici 3 ans. 3 ans. Si vous êtes un peu dans le game des visas à l'expatriation et tout, c'est incroyable. 3 ans.
Pardon, je le souligne, mais 3 ans, hein. Sans grosse installation financière ou faire des choses, voilà. 3 ans. Avec des démarches en anglais, super simple. C'est un endroit chaud, il fait bon vivre. On est à 3 heures en avion de Bangkok. Les gens sont accueillants, les gens sont souriants. C'est un pays Asie Sud-Est, donc dans pas mal de pays d'Asie du Sud-Est comme ça, et encore plus dans les îles, aux Philippines, les gens sont souriants, les gens sont accueillants, les gens vont vous aider. Euh, c'est respectueux. J'ai choisi une ville assez moyenne. Aux Philippines, la capitale est Manila, mais c'est vraiment trop peuplé et le trafic est terrible et la pollution est insane, encore pire qu'à Bangkok, donc c'est quand même un critère important pour moi. Donc moi actuellement je suis à Cebu City, ville totalement inconnue de toute la population française, je veux dire. C'est vraiment, déjà quand tu dis que tu vas aux Philippines, les gens qui connaissent même pas ce pays. Et en plus, les gens qui connaissent un peu, quand tu dis que t'es pas à Manila mais que t'es à Cebu, alors là vraiment les gens sont perdus. Pourtant c'est quand même une ville de 1,5 million d'habitants. Euh, c'est pas cher, c'est pas cher. J'ai un appartement super pour 300 balles. Je ferai une vidéo aussi sur les dépenses, l'échelle de dépenses, combien je dépense par mois à enfin à Cebu, pardon, et comment ça se ventile. Mais c'est pas cher, c'est pas cher. La bouffe n'est pas bonne, voilà, c'est dit, on mange mal, tant pis, c'est comme ça. Non, c'est pas qu'on mange mal, mais par rapport à la Thaïlande où la bouffe est incroyable et où on a de la street food partout, à toute heure, et vraiment pas cher. Ici, on a de la street food de bien moins bonne qualité. C'est beaucoup moins bon et c'est pas partout. Et si tu veux aller dans les supermarchés pour acheter des trucs, il y a des plats philippins, il y a des produits philippins, mais il n'y a pas comme en Thaïlande où tu peux trouver un peu de tout en fait. Ici, il faut vraiment trouver les petites épiceries chinoises, indiennes, tout ça pour avoir le stuff pour cuisiner. Moi, j'aime beaucoup cuisiner, donc ça ne me dérange pas de cuisiner, mais c'est que ça m'a pris vraiment plusieurs semaines à trouver les produits nécessaires pour cuisiner. Donc, je dis qu'on mange mal, en vrai, je mange super bien, mais ça prend du temps. C'est pas aussi facile qu'à Bangkok. En même temps, il faut aussi des inconvénients, des compromis, encore une fois. Autre chose, autre point négatif, j'ai envie de dire on se fait chier en vrai. C'est que il y a un petit peu une nightlife, mais c'est pas si fou que ça. Par exemple, tu demandes à des gens qui vivent à Bangkok qu'est-ce qu'ils aiment faire à Bangkok, et ils disent mais c'est impossible de choisir, il y a tellement de trucs cool à faire. Tu demandes aux Philippins ce qu'ils aiment faire à Cebu City, les gens ils sont pas grand chose en vrai, on se fait un peu chier quoi. Et c'est vrai, en fait c'est une très bonne ville pour juste vivre. C'est pratique, c'est pas trop gros, c'est assez silencieux, on se déplace facilement dans la ville, tu fais 15 minutes de voiture ou de scooter, t'es n'importe où. C'est calme, tu peux te focus pour travailler, il y a quand même des supermarchés, il y a des salles de sport, il y a des appartements modernes, c'est accessible. Et en fait c'est un... Comment dire? C'est vraiment quelque chose de un peu médium, mais partout au final. C'est un petit peu les 50% que je parlais au début. Les 50%, ça coche pas mal de cases, mais c'est pas non plus incroyable. Mais ça suffit pour vivre. Et donc moi je suis ici depuis 3 mois. C'est super. Franchement c'est super. Je me sens vraiment bien ici. Je sens que je peux rester ici pas mal d'années. C'est vraiment ma base. Et il y a un autre côté vraiment hyper sympa aux Philippines. C'est que tu fais 2-3 heures de bus ou 2-3 heures de ferry, de bateau et tu es sur des putains d'îles. Mais alors, par contre, là, c'est des îles paradisiaques, mais vraiment incroyables. Ça coûte vraiment pas cher d'y aller. Bah, moi, c'est pas compliqué, j'y vais demain. Pour 150 euros, je vais aller là-bas, passer 2 nuits d'hôtel, louer un scooter sur 2 jours pour me balader et faire un full resto et tout. Ça me coûte 200 balles, tout compris. Donc, pour 3 jours au bord de la mer sur une île paradisiaque. Et ça me prend 3 heures de mon temps pour y aller, 3 heures pour revenir. Et après, je peux refocus business. C'est incroyable, franchement c'est incroyable. Tout le monde parle anglais, donc tu peux partir en mode road trip sac à dos avec ta petite moto, tu te perds, tu vas demander à n'importe qui, les gens vont pouvoir t'aider et t'aiguiller. C'est quand même, c'est fou quoi. Vraiment, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour moi dans le monde qui t'offrent autant en fait. On arrive un petit peu à la fin de la vidéo et au final, moi vraiment, la bonne balance que j'ai trouvée, c'est habiter principalement à Cebu City, qui est une ville normale, me faire kiffer à Bangkok, me faire kiffer dans les îles et naviguer un petit peu entre ces 3 endroits. Et au final, plutôt que de rester dans une ville moyenne à 70% partout, je préfère vivre dans une ville à un petit peu plus petite, 50-60%, et me faire kiffer dans les deux opposés avec des endroits paradisiaques et des endroits hyper fun. Et un petit peu faire tester un petit peu et goûter aux opposés
que ce soit la folie de Bangkok et la tranquillité des plages, et être aussi se sentir chez soi, tranquille, à la maison, à Cebu City. Et à chaque fois que je pars et que je reviens, dans quel endroit que ce soit, j'ai un sentiment d'être bien dans cet endroit. Et c'est vraiment quelque chose que je vous souhaite en fait. Et en conclusion, je pense que je peux dire que jamais j'aurais pensé, en partant à Malte il y a un an, que j'allais finir ici à Cebu City aux Philippines. Mais parce que je ne connaissais même pas ce pays, c'est un pays inconnu. Et tout ça pour dire que il n'y a pas de bon ou de mauvais choix de pays d'expatriation. Il faut juste passer à l'action. Et c'est justement en allant de l'avant, en goûtant et en comparant ces différents pays que vous allez comprendre qu'est-ce qui est bien pour vous. C'est un petit peu comme si toute votre vie en France vous avez mangé dans un restaurant où sur le menu il y a juste des coquillettes au beurre. Et en fait vous n'avez pas regardé, mais au dos de la page, bah, il y a en fait toute la carte du restaurant. C'est quand même un peu con de se priver de cette carte et de rester focus sur ces coquillettes au beurre parce qu'il y a quand même d'autres plats sympas. Alors, peut-être que si vous êtes habitué à manger des coquillettes au beurre toute votre vie, manger une pizza, ça va vous paraître bizarre une première fois. Mais en mangeant une pizza, en mangeant un plat indien, en mangeant des plats chinois, en mangeant des plats américains, vous allez vous rendre compte de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, et quel est le meilleur plat pour vous finalement. C'est aussi simple que ça. On est quand même en 2025 avec Internet, c'est quand même vachement facile de se renseigner et d'accéder à cette expatriation. Donc pour moi le jeu en vaut vraiment la chandelle. Au pire vous partez 3 semaines et vous voyez ce qui se passe, vous voyez comment vous vous sentez. Mais je pense que si vous êtes là, c'est pas par hasard, c'est qu'il y a déjà cette idée en vous. Rien n'arrive par hasard dans la vie vraiment, que ce soit les rencontres, nos décisions, les vidéos qui vont pop dans ton YouTube, dans ton feed YouTube. Voilà, vous êtes là pour quelque chose et j'espère que cette vidéo va un petit peu vous donner un feedback, va vous ouvrir les yeux et aussi peut-être vous rassurer sur le fait que voilà, c'est possible aussi, le fait de s'autoriser et de voir que c'est possible, on peut faire ça. Et voilà, si vous avez des questions, quoi que ce soit, si je peux vous aider, n'hésitez pas à poser un commentaire ou à m'envoyer un MP, je mettrai peut-être mon adresse mail ou quelque chose comme ça. C'était juste une petite vidéo pour vous faire un retour sur cette année 2024 et cette expatriation. 2025 va être une année folle, j'en suis convaincu. Et voilà, je pense sortir des vidéos de temps en temps quand j'ai le temps. C'est vraiment pas une priorité, je veux juste partager mon expérience. Si vous avez des questions, des recommandations de vidéos ou des questions que vous posez, peut-être que je vous ferai un retour FAQ ou un truc comme ça. Je sais pas du tout, je sais pas où va cette chaîne pour être honnête. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de passer 1 heure à vous parler de ça et voilà, j'aime bien partager et je pense que ça va aider quelques personnes. Et si je peux aider même 2 Gus à partir à l'étranger et à s'expatrier, franchement, je suis content, ça me fait vraiment plaisir, tu vois. Donc voilà, écoutez, vous pouvez vous abonner, vous pouvez lâcher un pouce, mettre un commentaire, quoi que ce soit. Vous faites ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Si ça vous a aidé, mettez un pouce. Si ça vous a pas aidé, dites pas d'aller me faire foutre et ce sera très bien. Merci beaucoup, on se quitte là-dessus, sur ces belles paroles. À bientôt les amis, prenez soin de vous et enjoy.